À la une de l'actualité ce soir, la célébration de la 163e journée internationale de la femme. Tous les ans, la date du 8 mars symbolise la journée des droits des femmes. Les femmes des 13 régions du Burkina étaient en tête-à-tête aujourd'hui avec le président du Faso dans le cadre du 6e Forum national des femmes. Elles veulent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans ce journal, vous aurez les reportages, compte rendu, analyse, interview de notre invitée, Madame Bouaré Philo Sissoko, commissaire à l'IOMOA sur les acquis de la femme africaine, mais aussi les défis à relever. 8 mars 2020, LCA, vous l'avez constaté, Mesdames et Messieurs, vous propose un programme spécial aux couleurs de cette journée. Bonsoir et merci de nous suivre. Mais avant tout, sachez qu'une position de l'armée nigériane a été violemment attaquée hier par des combattants du groupe djihadiste Boko Haram à Chetima Ouangou, dans le sud-est du pays, proche du Nigeria. Des soldats ont été blessés et admis à l'hôpital de Difa pour des soins d'urgence. Pour l'heure, aucun bilan officiel. Cette attaque survient après une accalmie depuis fin 2019 dans la région de Difa, ciblée depuis 2015 par des islamistes de Boko Haram. On en vient à l'actualité phare de cette édition, le 8 mars. Ce matin, le président du Faso a reçu les doléances des femmes burkinabées. Venues des 13 régions du pays, elles demandent au président du Faso de mener plus d'actions afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et comme il fallait s'y attendre, la question des déplacés internes s'est invitée à la rencontre. Les femmes exhortent le président Kaboré à mener des actions concrètes pour le bien-être des déplacés internes et travailler à ce qu'ils regagnent leur foyer. Rochma Christian Kaboré dit avoir porté une oreille attentive à ces doléances et promet y apporter des solutions. Il s'exprime ici au micro de Constantin Sieda et Achille Ouedraogo. C'est donc une occasion certainement de faire une rétrospective sur ce qui est acquis en matière de droit, ce qui n'est pas acquis. Quels sont les combats que nous devons mener nous-mêmes contre les visions rétrogrades, qui sont des visions encore qui minent, je dirais, la culture dans nos différentes zones et dans nos différentes communautés. La journée de la femme également, c'est une journée de combat, parce que ce n'est pas simplement un combat de l'État, c'est un combat de toutes les associations, c'est un combat de la société civile, pour faire en sorte que quotidiennement, au sein de nos communautés rurales, les femmes comprennent bien leur rôle, leur place, ce qu'elles peuvent faire pour apporter un plus au développement du pays, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans les questions de la santé. Parce que comme vous le savez, on dit investir dans la femme, c'est assurer la prospérité également d'un pays. Donc, nous devons faire en sorte que, aussi bien l'État que sur le plan de nos discussions au plan local, nous fassions en sorte d'éveiller les femmes à une vraie conscience. Une vraie conscience, non pas une manipulation, mais une vraie conscience de leur rôle et de leur place. Je crois que cela est important et je voudrais à ce titre saluer les différents thèmes que vous avez évoqués, que ce soit la question de la crise sécuritaire au Burkina Faso, les stratégies pour améliorer la résilience des femmes, que ce soit les questions qui sont relatives à votre participation en ce qui concerne la démocratie et les élections dans notre pays, les questions de santé, ce sont des questions qui me semblent essentielles, qui me semblent importantes, et je voudrais vous féliciter et vous rassurer que l'ensemble des recommandations que vous avez eu à faire, nous allons les examiner et faire en sorte de pouvoir les mettre en pratique parce que votre rôle est fondamental dans ce combat que nous devons mener ensemble.
Être femme n'est pas tous les jours aisé. L'égalité des droits et des chances a toujours la peau dure, même si les lois ont été votées. Mais fort heureusement, les mentalités changent et les femmes s'affirment de plus en plus. Là où on ne pouvait pas soupçonner sa présence, elle s'y trouve aujourd'hui. Le lieutenant Christine Nikema est l'une d'entre elles. Un exemple de persévérance pour toutes celles qui ne peuvent pas se fixer des objectifs de réussite professionnelle. Son parcours avec Clara Soumoné, Constantin Sieda. Cela fait près de 33 ans que Mme Christine Nikema fait partie de la police nationale du Burkina. Depuis, elle gravit les échelons. Aujourd'hui, elle est lieutenant et très bientôt, elle accédera au grade de capitaine. Elle a même effectué une mission en Centrafrique pour le compte des Nations Unies de 2014 à 2016 et de 2017 à 2019. Un parcours qui n'a pas toujours été de tout repos pour elle. Mais elle n'a jamais baissé les bras. Le lieutenant Christine nous confie pourquoi elle a choisi la police et pas un tout autre métier. J'ai eu l'occasion d'être formée au SNP. La formation militaire, elle était quand même un peu rude et je me dis que ayant tout de même, malgré les difficultés, réussi à franchir cette étape, je me disais qu'au sein de la police, il est évident que la formation n'est pas aussi facile que certains le pensent, mais je me suis dit qu'à travers la formation que j'avais déjà eue antérieurement au SNP, je pouvais tout de même évoluer à la police sans pour autant avoir beaucoup de difficultés. Un choix qui, contrairement au regard parfois négatif que porte la société sur la femme policière, est bien pris par sa famille, une famille qui l'accompagne au quotidien. Ma famille a réagi positivement parce que j'avais eu un oncle qui était à la CRS. Et pour ma famille, c'était en fait une continuité de la famille au sein de la police. Et évidemment que pour un corps dont entre griffes certains qualifient de corps d'élite ou de... les activités sont destinées aux hommes, certains ne s'imaginaient pas en fait que je pouvais tenir. Et bien sûr que certains estimaient que j'allais y venir, mais peut-être que je n'allais pas pouvoir y tenir pendant longtemps. Le lieutenant Christine Nikema est une mère et une épouse. Elle est consciente que sa condition de femme lui impose des devoirs qu'elle se doit d'assumer pour son équilibre personnel, celui de son foyer, de sa famille et de la société en général. Je me dis que les activités professionnelles se cantonnent uniquement au service. Et une fois que je me rends à la maison, à partir du portail d'entrée, je me dis que je dois abandonner. Je laisse derrière moi les activités professionnelles et je me cantonne maintenant au quotidien avec ma famille. Parce qu'étant mère de famille, il est de mon devoir de m'occuper et des enfants et de mon époux. Depuis quelques années, le Burkina Faso est confronté au terrorisme, une situation qui met en péril son développement et les femmes en sont les premières à être touchées. Le lieutenant Christine Nikema lance donc un appel à la population afin que chaque citoyen soit un relais d'information et de sensibilisation pour aider les forces de défense et de sécurité. À l'instar du lieutenant Christine Nikema, nombreuses sont ces femmes qui brisent les stéréotypes. Elles continuent d'écrire leur nom dans les annales de l'histoire africaine. C'est le cas de notre invitée du jour, Mme Bouhari Fili-Sissoko, commissaire de l'UEMOA en charge du développement de l'entreprise, de l'énergie des mines et de l'économie numérique. Économiste de formation, elle nous parle aujourd'hui de son parcours. C'est une exclusivité de LCA que je vous propose de suivre la première partie. Bonsoir Madame Bouhari Fili-Sissoko. Bonsoir. Vous êtes commissaire de l'UEMOA en charge du développement de l'entreprise, de l'énergie des mines et de l'économie numérique, douanière de formation. Pouviez-vous nous dire qu'est-ce qu'un haut cadre des douanes vient chercher dans la galère de l'UEMOA? Normalement, vous gagnez mieux en restant près des vôtres. Bon, je pense que la douane, avant d'être une source de revenus, est un sacerdoce en tant que soldat de l'économie.
Et être douanier, c'est une spécialisation. La formation de base, elle est économiste. Donc en fait, je suis titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et ensuite d'un DEA en droit de développement. Donc ce qui m'a valu de prendre ce cursus-là à partir du ministère des Finances, qui a été mon premier point de chute, en tant qu'inspecteur des services économiques d'abord. C'est par la suite que je me suis spécialisé en questions douanières à la faveur d'une bourse de la République fédérale d'Allemagne à l'époque. Ok. Et pourquoi l'UOMOA? Bon, l'UOMOA, ce n'est pas un choix, c'est une mission, c'est un mandat. Okay. Parce qu'on devient commissaire sur mandat du gouvernement de son pays. C'est vrai qu'à partir du moment où on est nommé, il y a l'indépendance auquel on tient, on prête serment devant la Cour de justice et on ne reçoit plus d'instructions de nos pays respectifs, mais les nominations viennent des États. Okay. Votre profil de douanière fait de vous un expert qui connaît bien la législation sur les échanges commerciaux et qui peut mieux servir les intérêts de l'UOMOA et de votre pays en particulier. Ça fait 3 ans que vous êtes à la tâche. Quel bilan peut-on faire? L'UOMOA a-t-elle avancé dans les domaines qui sont sous votre magistère? Bon, en fait, je pense que l'UOMOA, c'est un ensemble, comme vous l'avez dit. Le point de départ, c'est l'union douanière. C'est pour ça que, quelque part, c'est pas étonnant qu'un douanier se retrouve à l'UOMOA. Après l'union douanière, sont venus se greffer la surveillance multilatérale en matière de monnaie et par la suite, les politiques sectorielles. Donc, il y a différents segments sur lesquels nous intervenons. Nous sommes 8 commissaires. Donc, le président de commission et le président du collège. Et nous autres commissaires, on essaie à se partager les départements. Et moi, j'ai la charge de, comme vous l'avez dit, globalement du secteur privé, je préfère le dire comme ça, et de l'énergie. Donc, à ce niveau, je pense qu'effectivement, l'UOMOA fait son bonhomme de chemin, parce que 25 ans, c'est pas rien dans la vie d'une institution. Et c'est ce qui nous a valu de faire un forum l'année dernière pour vraiment passer en revue où est-ce qu'on en était. Nous pensons qu'on a un bon parcours. Du point de vue macroéconomique, nos indicateurs parlent pour nous. Et du point de vue sectoriel aussi, on est en train de revisiter les politiques sectorielles en matière de réglementation. À mon niveau, c'est beaucoup plus sur les télécommunications, parce qu'il y a eu la première réforme des télécommunications dans les années 90 déjà. Donc, par la suite, l'UOMOA a commencé à accompagner les États pour harmoniser le cadre au niveau régional. Donc, à ce stade, on a eu une première génération de textes qui ont été tous transposés en matière de télécommunications et de nouvelles technologies de l'information. En matière d'énergie, on a beaucoup plus travaillé sur, en fait, les déficits énergétiques au niveau des États, parce qu'à un moment donné, il y avait une grande crise énergétique dans les années 2013-2014. Ce qui a valu à l'UOMOA d'accompagner les États pour quand même les aider à un peu renforcer leurs capacités et des fois les réseaux là où les États le souhaitent. Au sein de la commission de l'UOMOA, vous êtes la seule femme parmi les hommes et mieux, vous êtes la première femme commissaire depuis la création de l'UOMOA, vous l'avez dit, il y a plus de 25 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? A-t-il manqué des femmes compétentes pour s'installer sur cette table ronde d'économistes, de politiques chargés de penser notre intégration? Pas du tout, parce que bon, les commissaires sont là, mais l'essentiel du travail se fait ailleurs. Il y a les experts au niveau des États qui travaillent. Au niveau de la commission, il y a les départements, les directions sectorielles, où on a quand même, Dieu merci, des dames qui se battent bien, dont certains ont émergé au niveau de directrices maintenant. Au niveau des États, il y a beaucoup de femmes ministres qui ont été membres du Conseil des ministres de l'UOMOA. Personnellement, j'ai eu la chance de présider ce Conseil des ministres de l'UOMOA. Donc, je pense que ce n'est pas par manque de capacité, c'est peut-être des opportunités qui ne s'étaient pas présentées jusqu'à présent. Ok, et parlant justement de ça, pensez-vous qu'à l'image de ce qui est envisagé au niveau des États, faut-il aller vers une fixation de quotas dans la composition de la commission de l'UOMOA, à défaut de pouvoir appliquer le principe de parité comme vient de le faire l'Union européenne?
Bon, moi je pense que la question du quota c'est un grand débat. Le quota peut-être oui, mais il faut aussi mériter sa place. Et quand on y est aussi, tenir son rang. Donc je pense que c'est ça le plus difficile. Quand on voit le taux de scolarisation des femmes, je pense que le ratio n'est pas très minable. On cherche à l'améliorer, c'est un fait. Déjà à travers les instances de décision au niveau des États, je pense que nos États font des efforts. À chaque fois que les parlements sont renouvelés, on essaye de pousser les candidatures féminines. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus que les femmes aussi croient en elles-mêmes et puis qu'elles se disent qu'une femme ne peut pas avancer sans qu'il y ait des hommes aussi volontaristes pour pousser cela. Parce que moi, toute la trajectoire que j'ai eue, c'est pas des femmes qui m'ont mise à ces positions-là, c'est des hommes qui ont cru en moi et qui m'ont mis sur la rampe de... Nous parlons à présent de ces femmes qui excellent dans la sphère de l'art, de l'esthétique. À l'aide de pinceaux et de couleurs, l'on peut faire du beau, du charme et pourquoi pas de l'extraordinaire, vous le savez. En tout cas, c'est ce qu'a compris Françoise Sédego qui en a fait un métier. Maquilleuse de cinéma depuis 2008, elle ne cesse de faire parler d'elle, mieux d'exporter son savoir-faire au-delà des frontières du Burkina Faso. Sacrée lauréate du prix de la meilleure maquilleuse africaine au Africa Makeup, Dame Sédego nous a ouvert ses portes le temps d'un cœur à cœur. Zoom sur son parcours dans ce téléman signé Alain Koulibaly et Achille Betraogo. Muni de sa pâte à modeler, de son pinceau et d'un liquide rouge, l'artiste use de son art pour simuler une amputation de la main. L'on se croirait sur une scène de crime, à en croire le synopsis qui s'offre à notre égard. Une scène de crime, elle n'en est pas une. Nous sommes plutôt dans l'univers de Dame Françoise Sédego qui donne ici libre cours à son art et à son savoir-faire. Maquilleuse professionnelle de son état, l'artiste n'est plus à présenter quand bien même son talent ne cesse de faire parler d'elle au-delà des frontières burkinabées. Et pourtant, à ses débuts dans le cinéma en 2008, rien ne présageait un tel succès. Tout serait parti d'une passion depuis l'enfance pour aboutir à de tels résultats. Depuis toute petite, j'aimais me maquiller, je voulais les trucs de mes grandes sœurs pour les rouges à lèvres et tout. Donc du coup, voilà, c'est venu comme ça et quand je suis arrivée au cinéma, j'ai dit bon, pourquoi ne pas m'orienter vers le maquillage. Déjà, j'ai commencé sur l'État avec Odette Bayala. Et au fil du temps, je me suis formée un peu avec une Belge que le gouvernement a fait venir en 2013. Après, c'est moi-même qui ai fait mes propres recherches et tout pour voilà, arriver où je suis. Il y a plusieurs types de maquillage, il y a beauté, il y a artistique, il y a effets spéciaux et je suis plus dans les effets spéciaux parce qu'en Afrique, il y a moins de maquilleuses qui font les effets spéciaux. Donc je me suis dit pourquoi pas m'orienter là-bas. Le maquillage beauté, tout le monde peut le faire. Par contre, les effets spéciaux, c'est compliqué, donc il faut aimer vraiment le métier pour pouvoir exceller dans les effets spéciaux. Pour Françoise Sédego, tout n'a pas été rose. Le métier de maquilleur professionnel n'étant pas assez valorisé en Afrique, elle a dû se battre pour s'imposer. Un dur labeur aujourd'hui récompensé par les nombreux trophées qu'elle ne cesse de remporter au fil des ans. Meilleure maquilleuse professionnelle africaine au Festival Africa Makeup Week de Yaoundé, meilleure maquilleuse de l'année au 12 PCA, prix de la femme battante artiste Africa Mousso 2019, pour ne citer que cela. C'est un métier qui n'est pas valorisé, même sur les plateaux de tournage. C'est la maquilleuse qu'on recrute en dernière position et on laisse tout le monde faire ses raccords et tout, mais quand la maquilleuse veut faire ses raccords, on dit non, laisse le comédien venir, il est l'heure. Mais si c'est le costumier qui trouve un défaut sur le costume du comédien, tout de suite on peut lui permettre de corriger ou de changer et tout. Mais quand il s'agit de la maquilleuse, on dit non, le visage est bien, laisse comme ça, c'est bon. Donc du coup, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai pris l'engagement de révolutionner ce métier parce que c'est un métier comme les autres et qui mérite aussi du respect.
moi, je vis de ça en tout cas. C'est ça qui me fait voyager, c'est ça qui m'a fait remporter ce trophée-là. Et donc, je peux dire que ce métier nourrit son nom. De l'avis de ses proches, François Sédego est un modèle à suivre, fort de son professionnalisme et de sa rigueur au travail. Ouais, vraiment, c'est une femme forte. Parce que moi-même, j'ai appris... C'est vrai que j'avais appris à l'école le maquillage, mais elle m'a formé mieux qu'à l'école. J'ai appris le maquillage, surtout effets spéciaux là. Chaque fois, elle me montre. Quand j'ai un tournage, je viens la voir, elle me dit « Ah, faut faire ça, faut faire ça ». Souvent, elle-même, elle me donne même des trucs. Quand on l'appelle et puis elle ne peut pas aller, elle me dit « Jacques, il faut aller ». Des projets d'avenir, Dame Sédego en a plein la tête. Son rêve, utiliser ses pinceaux et son art pour combattre l'incivisme et l'insécurité routière, mais aussi les violences faites aux enfants sous toutes ses formes. Les femmes bâtissent le monde, tout le monde le reconnaît, sauf que l'immense contribution des femmes dans les ménages sont ignorées dans les comptes publics. Dr Barbara Ki explore la question à travers son livre « Le travail non rémunéré, enjeu pour le développement ». Adima David Chombiano et Drissa Traoré vous proposent les grands questionnements de l'actuelle directrice du genre de l'UEMOA, ainsi que les perspectives de politique économique qui s'y dégagent. Par exemple, que nous vivons avec $1,50, $2 par jour, ça n'est pas vrai. L'économie Barbara qui est catégorique. On ne peut pas vivre avec $1 par jour, à moins de multiplier par zéro une part importante de la production des ménages, comme celle par exemple exécutée par les femmes. Chercher l'eau, du bois de feu, s'occuper des enfants, des personnes âgées, faire des courses. Tout ça, c'est du travail non rémunéré qui prend une place importante dans le quotidien des femmes, aussi bien des villes que des campagnes. Dans le pays, ou bien des gardes de personnes âgées. Ce sont des services qui n'ont pas pénétré le marché. Alors que dans les pays occidentaux, dans les pays du Nord, ces services ont pénétré le marché. Les gardes de personnes âgées, les gardes d'enfants coûtent très cher en plus. Cela veut dire que le travail est fait là-bas. Si vous avez pris par exemple une nounou ou une garde pour une personne âgée, vous allez rémunérer cette personne contre ce travail. Du fait que vous la rémunérez, cela est comptabilisé dans le PIB. Mais chez nous, est-ce que l'on ne s'occupe pas des enfants, on ne s'occupe pas des personnes âgées? Si, mais seulement c'est fait à domicile, généralement par les femmes. Le même travail est fait, mais du fait qu'il n'est pas commercialisé, il n'est pas dans le PIB. La chercheure burkinabé associée à l'IRD a tenté d'évaluer le travail non rémunéré en adoptant une approche qui se veut minimaliste et réaliste. Mais le résultat est effarant. Il révèle un tout autre profil économique au Burkina Faso. Et le chiffre que je trouve, lorsque je le compare au PIB de l'époque, qui étaient les enquêtes faites en 2009, eh bien, ça représentait tout simplement 65%. Quand vous pensez à la question de la dette, sans vouloir dire qu'on se développe à partir de la dette, notre capacité d'endettement dépend de notre produit, n'est-ce pas? C'est comme quand vous allez à la banque, plus vous avez un revenu conséquent, plus vous pouvez prétendre à un prêt conséquent. Et nous arrivons, notre capacité d'endettement est amoindrie parce que nos PIB déjà ne sont pas très forts, alors qu'il y a une bonne partie de travail qui est autorisé à être comptabilisé dans le PIB que nous n'avons pas calculé. La question du travail non rémunéré met à lumière un double paradoxe. La femme travaille beaucoup, sans doute beaucoup plus que les hommes, mais malgré cette importante contribution à l'économie, elle est aussi la plus pauvre. C'est un hiatus qu'il faut corriger par une reconnaissance de ce travail non rémunéré. Elle passe par la mise en œuvre de politiques conséquentes qui permettent de réduire le temps consacré au travail non rémunéré. Et c'est là pour permettre à la femme d'avoir du temps pour se former, pour entreprendre, en vue d'améliorer ses capacités pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui se présentent à elle dans la société. Le travail non rémunéré induit chez les femmes une pauvreté de temps, du fait du nombre d'heures que ce travail représente. Si je passe 3 heures, 5 heures à aller chercher du bois ou de l'eau dans la journée,
de combien de temps je dispose pour développer mes capacités. Il y a un projet qui vient s'installer là, qui dit, bon, on va apprendre aux femmes à lire, on va leur apprendre des activités, comment mener des activités génératrices de revenus. Il y a une formation de telle heure à telle heure. Et puis après, il y aura des stages, etc. Quand nos sœurs se réveillent le matin, tant que le travail non rémunéré n'est pas fait, elle n'ira pas à la formation. Parce que c'est son rôle social. Et donc là, c'est en cela que ça freine le développement de leurs capacités. On a beau dire les droits des femmes, il faut que les femmes accèdent à ceci, à cela. Lorsque l'on analyse ce que l'on fait de notre journée par jour, il y a ce travail non rémunéré qui prend une place trop grande pour permettre aux femmes de faire autre chose, qui rapporterait plus. Quand on parle de protection sociale, est-ce que l'on pense à ces femmes qui sont dans les foyers et qui n'ont pas de salaire? Qu'est-ce qu'on leur offre? C'est une question à creuser. Ce qui est essentiel, c'est vraiment d'abord de réduire ce temps-là pour le développement des capacités. Pour les infrastructures, le plus gros problème reste, par exemple, les gardes d'enfants. Il faut des crèches. Pour ce qui est du bois de chauffe, c'est des questions d'énergie. C'est le ministère en charge de l'énergie qui, dans ses choix et dans son offre d'énergie, doit penser à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dans cela qu'on dit que la question du genre est transversale. Grâce à la contribution de Mme Barbara Ki, la question du travail non rémunéré est prise en compte dans les agendas internationaux pour le développement. Il reste désormais à la science économique de sortir des laboratoires des outils de politique économique qui prennent en compte la réduction du travail non rémunéré. Place à présent à la deuxième partie de l'entretien avec l'invité de ce journal, Madame Bouhari Fili Sissoko. Elle partage dans cette séquence sa vision de la femme, son expérience d'épouse dans une famille polygame, ainsi que la gestion de son foyer et de ses charges professionnelles. Suivez plutôt. Comment appréhendez-vous la question de la femme aujourd'hui? Quelle place lui donnez-vous dans la mise en œuvre du vaste programme économique régional dans toutes les politiques et stratégies de développement mises en œuvre au sein de l'UOMOA? Donc nous pensons que la femme doit être présente sur tous les segments. Partout où il y a des femmes vraiment capables d'émerger, de faire le travail que les hommes sont censés faire sur tel segment, nous pensons que nous devons tenir notre rang. Au niveau de l'UOMA, c'est ce qui nous a amené à travailler sur la stratégie du genre. D'ailleurs, une des directions aussi qui est dirigée par une femme, mais le commissaire, c'est un homme. Et je vous dirais qu'il pousse beaucoup pour le genre. Donc, c'est dire qu'à ce niveau-là, je pense que peut-être c'est juste de se tenir au courant aussi des opportunités, de croire en soi. Et puis vraiment, quand on y est, de prouver qu'on le mérite et que les femmes soient plus solidaires entre elles. Parce que si on voit les hommes à des niveaux de responsabilité, vous prenez au niveau électoral, quand vous prenez la masse des électeurs, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pourtant, nous choisissons toujours les hommes. Qu'est-ce qui nous impose cela? On vous dira peut-être c'est culturel. Je dirais non, c'est pas ça. C'est des fois un manque d'assurance en soi, un manque de solidarité aussi des femmes entre elles. Et c'est là où je pense qu'il faut travailler. Donc au niveau de l'UOMA, on essaye de faire en sorte que le genre soit décliné au niveau de tous les segments politiques où on est. Donc essayer de voir comment, quand on aborde une politique sectorielle, déjà à la conception qu'on voit, on pense un peu genre, parce que quand même on a nos spécificités. Et que quand on monte un projet aussi, on se dit, bon, où est la part des femmes et aussi même des jeunes dans les projets. Mais là, aujourd'hui, le sujet, c'est les femmes. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Il faut dire que vous êtes une femme au parcours exceptionnel. Avant d'être commissaire de l'UOMOA, vous avez été ministre de l'économie et des finances du Mali. Vous avez également été numéro 2 des douanes du Mali. Vous avez une expérience dans les institutions comme la Banque mondiale. Vous démontrez bien que quand une femme a du mérite et qu'elle sait se battre, rien ne s'oppose à son ascension.
Ça c'est clair. Et moi, la partie de mon parcours dont je suis le plus fier, c'est ce que j'ai fait au niveau des systèmes de contrôle, au niveau de nos États. Parce que bon, j'ai été contrôleur d'État pendant près de 5 ans. Par la suite, j'ai été contrôleur général d'État. Là aussi, la première femme contrôleur général d'État, mis à ce poste par un chef d'État, qui aussi était à l'écoute justement des femmes et qui voulait nous pousser. Et moi, c'est le segment de ma carrière dont je suis la plus fière, parce qu'aujourd'hui, on parle de lutte contre la corruption, de deniers publics qui sont détournés, etc. Et je me dis que c'est un noble métier que de faire ce genre de travail. Maintenant, les autres que vous avez dit, ministres, etc., bon, le président décide de vous prendre dans son gouvernement. Maintenant, vous faites le travail, mais pas seul. C'est toujours une équipe qui est derrière vous. Et c'est là où un ministre ne doit pas seul se prévaloir des résultats d'un département. C'est un travail collectif dont il porte le drapeau. Avez-vous senti dans ce parcours le poids des traditions, les contraintes liées à votre statut de femme, de mère, des contraintes liées au fameux plafond de verre? Bon, en fait, moi je pense que ce plafond de verre, c'est dans l'imaginaire que ça existe, parce que bon, on a vite fait de passer un travers. Mais quelque part, je vais vous surprendre, parce que moi je dirais que mon statut de femme polygame m'a permis aussi d'évoluer. Ça, je vais vous le dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes intellectuelles comme moi aujourd'hui qui pensent qu'effectivement, ça peut aider une femme à vraiment évoluer tranquillement dans sa carrière, parce que même si le conjoint n'a pas de problème, c'est les pesanteurs sociales sont là pour dire oui, votre femme est toujours partie, elle n'est jamais là, etc. Si vous êtes deux, bon, il y aura toujours quelqu'un pour s'en occuper et je pense que ça passe plus. Moi, je pense que ça m'a aidé. Maintenant, du point de vue de l'éducation des enfants, ça, c'est le deuxième défi. Là aussi, ma famille m'a aidé parce que j'ai une sœur aînée. Mes enfants, Dieu merci, aujourd'hui, l'aîné a 33 ans. Lui, il est auditeur interne dans une banque à Bamako. Le dernier, lui, il a 23 ans. Lui, il a fini le bachelor l'année dernière en économie du développement. Donc, mais quand ils étaient enfants, c'est une de mes sœurs aînées qui m'a aidé à les prendre en charge. Pour vous, une journée dédiée à la femme, ça sert exactement à quoi? Ça peut véritablement changer les destins de la femme? Bon, ça dépend de la façon dont on prend la journée. Si la journée c'est juste des réjouissances, etc., et puis c'est terminé à l'année prochaine, je dis c'est pas ça. Je dis la journée de la femme, ça doit être chaque jour que nous faisons notre travail au niveau du bureau, chaque jour que nous assumons notre rôle de mère et d'épouse à la maison. Il faut qu'on se dise, on doit être à la hauteur des défis qu'on rencontre au quotidien. Donc je pense que ça c'est la première des choses. Donc la journée c'est effectivement quelque chose qui nous est dédié, mais j'aurais souhaité que on l'utilise à des choses beaucoup plus utiles que des aspects récréatifs, festifs, etc. Qu'on fasse un petit recul sur soi et qu'on voit ce qui a marché dans l'année, ce qui n'a pas marché et comment on peut dans les administrations où on est ou bien dans les commerces où on est ce jour-là donner le meilleur de nous-mêmes au lieu de dire ah c'est la journée de la femme, je ne travaille pas. Avez-vous un bref message à l'endroit de la femme africaine? Bon, moi je pense que la femme africaine est pleine de potentiel. Et comme je l'ai dit, il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes et qu'on se soutienne mutuellement, qu'il n'y ait plus de solidarité. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce stade. Si on fait ça, je pense qu'on s'en sort avec l'accompagnement des hommes volontaristes qui sont nos pères, nos époux. Le 8 mars est aussi une journée du marché au masculin au Burkina Faso. Vous les avez certainement aperçus ce matin dans les marchés pour les courses. Ils sont les cordons bleus du jour. Même s'ils se comptent au bout du doigt, ces hommes qui sont aujourd'hui au four et au moulin existent encore. Une action pour certains de rendre hommage à la femme, mais aussi de prendre conscience des problèmes que rencontrent quotidiennement leur épouse. Ils s'expriment au micro de Achille Ouetraogo. Durant toute l'année, c'est ma femme qui fait le marché pour nourrir la famille. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et j'ai estimé qu'il serait intéressant que pour une fois dans l'année, je puisse faire le marché pour lui faire plaisir. Je souhaite à toutes les femmes
du Burkina et du monde entier une très bonne fête de 8 mars. Que cette journée soit non seulement une journée de festivité, mais aussi et surtout une journée de réflexion, voilà, dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme. Comme c'est le 8 mars, je suis venu au marché pour faire les achats, pour pouvoir préparer à ma femme à bien manger et puis déguster ma cuisine aussi. Et ce n'est pas seulement les femmes qui préparent, il faut que les hommes aussi s'occupent de leurs femmes. C'est la bonne journée. Si toute une année entière, quand même on honore une seule journée pour un garçon de voir comment effectivement le foyer vit, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Donc à chaque année, moi je viens faire mon marché. Voilà. Et je vais préparer sans que madame ne touche quelque chose ce jour-là. Elle doit se reposer. Au menu, bon, j'ai préconisé préparer de l'haricot-riz. Mais je suis à la recherche, je ne trouve pas. Bon, finalement, je ne sais pas. Peut-être que je vais trouver en tout cas ce que je vais trouver sur le marché et puis aller faire mon menu. Je fais le marché ce matin parce que ma femme elle est handicapée. Donc, comme elle ne peut pas marcher, il faut que je l'aide un peu. Comme tous les jours, c'est elle qui fait, il faut que je l'aide un peu. Merci à les femmes parce qu'elles nous a laissé venir au marché pour découvrir. Si l'argent de proporte, là, souvent, nous on donne là, est-ce que c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Voilà, donc on a découvert que voilà, elle gouille quoi. Elle fait pour nous, voilà, tout ça. Donc merci à les femmes. C'est vrai que le 8 mars cette année, au Burkina Faso, on a prévu, les femmes ont prévu de vraiment magnifier ça par le soutien aux déplacés internes. Mais bon, cela n'exclut pas le fait que voilà, faut faire honneur à la femme. Donc moi, personnellement, j'ai décidé de passer au marché, faire quelques achats pour aller préparer des spécialités pour ma femme. Faire des frites, des alocos, voilà, puis quelques avec de la viande. Je vais le faire parce que c'est un jour spécial, donc quand même faire honneur. Le 8 mars, on en parle depuis le début de cette édition, mais savez-vous comment cette date est devenue la Journée internationale de la femme? L'histoire remonte à plus d'un siècle d'une autre. Le 8 mars tient ses origines à un contexte de mouvements sociaux des femmes pour faire entendre leurs revendications en matière d'égalité des genres. LCA vous compte dans l'élément qui va suivre la véritable histoire du 8 mars. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. En 1997, l'ONU officialise la Journée internationale des droits des femmes. Mais au commencement, le 8 mars provient d'un contexte de mouvement en Amérique du Nord et en Europe. Les premières origines de la Journée des droits des femmes remontent aux États-Unis en 1909, lorsqu'une Journée des femmes est organisée par le Parti socialiste américain. Du côté de l'Europe, c'est en 1910 au Danemark que la Conférence internationale des femmes socialistes vote en faveur de l'instauration d'une journée internationale des femmes, proposée par l'Allemande Clara Zetkin, vise à rendre hommage au mouvement féministe et à favoriser l'obtention du suffrage universel. Mais il faudra attendre le 19 mars 1911 pour que la Journée internationale des femmes se déroule pour la première fois en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. À cette époque, les femmes réclamaient entre autres le droit de vote, le droit d'exercer dans la fonction publique, le droit au travail et le droit à la formation professionnelle. À la veille de la Première Guerre mondiale, c'est au tour des femmes russes d'organiser leur première Journée internationale des femmes. Dès lors, depuis plus de 100 ans, le monde marque un arrêt chaque 8 mars pour réfléchir aux conditions de l'autre moitié du ciel. La journée des femmes reste toujours d'actualité. Pour elles, tant que l'égalité entre hommes et femmes ne sera pas totalement atteinte, il y aura toujours le besoin de célébrer le 8 mars.
C'est tout ce que nous pouvons dire sur cette journée internationale de la femme. Toute autre chose à présent, je vous l'annonçais hier, le mouvement du peuple pour le progrès a clôturé son 3e congrès ordinaire à Ouagadougou. À cette rencontre, les instances dirigeantes du parti ont été revues. Simon Compaoré tient désormais les rênes du parti, lui qui était précédemment intérimaire à ce poste. Le parti du président Kaboré a également évalué ses acquis. À présent, le MPP projette sur les élections à venir pour un second mandat. Benjamin Kwame, Constantin Sieda. Ce 3e congrès ordinaire du MPP s'est tenu du 6 au 7 mars 2020. Près de 4000 personnes venues des provinces du Burkina Faso et de la diaspora étaient au rendez-vous au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les congressistes ont mené des réflexions sur la vie du parti et faire un bilan des actions menées dans un contexte social et sécuritaire difficile. Et malgré tout, ce bilan est jugé satisfaisant par le nouveau président du MPP. Ces résultats renforcent notre conviction que nous sommes aptes à engager de belles perspectives pour notre parti en cette veille des échéances électorales du 22 novembre 2020. Parlant justement des élections à venir, le MPP dit déjà penser à consolider ses acquis pour une victoire éclatante en novembre prochain. La victoire sera la nôtre. J'en suis convaincu. Nous pouvons y parvenir. Nous sommes résolus à le faire et nous le ferons, camarades. La feuille de route du MPP est ainsi adoptée. Pour novembre prochain, le parti de Roch Kaboré entend miser aussi sur la cohésion sociale pour montrer la résilience du peuple burkinabé face aux multiples difficultés qui traversent. La combativité sera de mise au regard du tissu social du pays qui est assez fragile. Nous plaçons ce mandat sous le signe de la conviction de la combativité et de la confirmation de notre place en tant que premier parti politique au Burkina Faso. Et cela, vous allez me dire, c'est prétentieux. Non. Nous sommes conscients qu'en le disant, il faut le traduire dans les faits. Et c'est pourquoi nous nous organisons pour gagner les 2 batailles qui sont devant nous. La bataille pour conquérir à nouveau la présidence du Faso pour les 5 prochaines années. Pour atteindre ce pari, le nouveau président du MPP reconnaît qu'il aura des difficultés. C'est pourquoi l'appel à l'unité est lancé. J'exhorte alors nos structures à impulser et coordonner les activités du parti sur le terrain, à développer la solidarité avec tous les militants et militantes autour des consultations électorales de 2020. Je reste convaincu que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Les partisans du parti et l'ensemble burkinabé ont été invités à s'inscrire également sur les listes électorales dans le cadre des opérations d'enrôlement lancées par la Commission électorale nationale indépendante. Voilà qui met fin à cette édition du 8 mars, jour où le monde rend hommage à la combativité des femmes. Et comme l'a dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait, stipule un proverbe africain. L'information continue sur LCA. Vous suivrez dans quelques instants à 20h40 pour être plus précise une édition spéciale 8 mars menée par Clara Monessou. Elle reçoit pour vous de nombreuses personnalités pour débattre des problématiques liées à la femme, les acquis de la lutte féminine ainsi que les défis à relever. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur LCA.